1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 1626 Médias. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser une émission sur le thème du sport. Au programme, 2 reportages, l'un à l'Orange Bleu et l'autre au Square de 40 ans, mais aussi en plateau, Romain et Mathieu du club de boxe de Noble d'Art de 40 ans qui nous accueille pour ce plateau. Et enfin, Romain Capel, directeur pédagogique de Contenta Sport Formation. Générique. Nous nous retrouvons maintenant avec les représentants du club de boxe de Noble Art à 40 ans. Pouvez-vous vous présenter? Donc moi, c'est Mathieu Lehaut, entraîneur de boxe à 40 ans et ancien boxeur professionnel. Et moi, c'est Romain Lehaut, boxeur professionnel et entraîneur aussi au Noblard de 40 ans. Que faisiez-vous avant d'être entraîneur? Pour moi, j'étais boxeur. Du coup, j'ai commencé la boxe à 9 ans et du coup, j'ai arrêté en 2024. Et du coup, on a créé le club en 2010 et du coup, c'est naturellement que je suis devenu entraîneur. Un peu le même parcours, on est frères. J'ai toujours suivi les pas du frangin et de la famille. On a toujours été dans la boxe et du coup, c'est pareil, naturellement qu'on est arrivé entraîneur. Ok. Comment organisez-vous les séances d'entraînement? Tout dépend de ce qu'on recherche, tout dépend des âges des licenciés qu'on entraîne. Si c'est des enfants, dépend s'ils sont compétiteurs ou non. Pour préparer une compétition, on a un travail un peu plus individualisé, où il y a un peu plus d'assauts dirigés pour qu'ils se retrouvent en condition de combat. Mais si jamais on a un public de boxe loisir, des anciens, là ça va être une toute autre séance, plus sur une partie cardio et Faut s'amuser en fait. Donc, quand on a un public qui est là pour le loisir, ils sont là pour s'amuser, pour se dépenser. Donc on fait les séances pour arriver à ça. Et quand on a des compétiteurs, le but c'est de les emmener à la compétition, quoi. Par exemple, là on a un jeune qui part au Championnat de France ce week-end. Et ça fait 3 semaines qu'il s'entraîne 6 fois par semaine. Et du coup, on fait de la boxe, on fait de la course à pied, on fait de la piste à- au stade d'athlétisme de 40 ans. Donc ça peut être très très varié. Pourquoi êtes-vous devenu entraîneur? C'est naturel au fait du coup. Deux boxeurs, une fois que moi j'arrive dans l'âge où c'est que ça devient un peu plus compliqué, donc c'est naturel de devenir entraîneur. Et puis après, pour transmettre le savoir, après, il faut savoir que le club du Noblard de 40 ans, c'est notre père qui l'a créé. Donc, du coup, c'est un lien familial. Donc, c'est notre deuxième maison ici. Donc, c'est normal de venir et puis transmettre le savoir. Je pense que c'est quand même important. Ok. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette discipline? je crois qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Non, c'est un sport qui est à haut niveau, c'est un sport qui est très dur. Après, pour quelqu'un qui vient pour se défouler, c'est un sport exceptionnel. Vous pourrez peut-être faire 1 ou 2 rounds de sac. C'est un défouloir, on pense plus à rien, on se fait vraiment plaisir. Après, il y a plein d'exercices de coordination qui sont bonnes aussi dans la vie. Donc, je sais pas ce que tu peux ajouter, mais C'est le sport qui dépense le plus de calories en 30 minutes. Donc, c'est un sport qui est assez dur physiquement. Donc, pour les gens qui viennent pour se défouler, c'est super. Après, c'est sûr que du coup, il faut avoir une rigueur dans la boxe qu'on a du mal à inculquer aux jeunes maintenant, quoi. Parce que par exemple, faut pas fumer, faut pas boire, faut être sérieux, faut s'entraîner tous les jours, on dit faut manger boxe, dormir boxe, faut vivre pour la boxe, quoi. En fait, du coup, quand on veut aller au haut niveau, quand on veut juste se faire plaisir, on peut juste venir à l'entraînement 3 fois par semaine et puis faire un petit peu la fête à côté. Mais dans l'ensemble, non, du coup, il n'y a pas de. Et puis c'est un sport de catégorie. Donc moi, après, Romain va dire pareil que moi, mais le plus dur dans la boxe, c'est de faire le poids, en fait. Du coup,
et on fait des énormes régimes pour pouvoir rentrer dans nos catégories. Donc c'est pour moi le plus gros inconvénient de la boxe, c'est ces catégories-là et le poids qu'on doit faire le jour de la pesée. Ok. Comment gérez-vous les préparations de combat? Ben, tout dépend dans l'état d'esprit qu'on est. Il y a des préparations qui se passent beaucoup mieux que d'autres parce que c'est une échéance qui est plus importante ou plus alléchant. Et puis après, tout dépend aussi dans l'état d'esprit qu'on est. Si jamais dans notre vie tout va bien, bah, forcément que c'est plus facile de faire une bonne préparation, que si dans notre vie c'est un peu plus compliqué. Les soucis de la vie, on les ramène à la salle de boxe, c'est naturel, hein. Donc, non, après, bah, du coup, on planifie, hein, pour planifier un entraînement, pour une échéance, on part du jour J et puis on remonte entre 10 et 12 semaines avant, quoi. Et du coup, là, on a un planning et puis après, il n'y a plus qu'à s'y tenir. Ok. Quel est votre plus grand, quelle est votre plus grande réussite? Dans la boxe, du coup, Oui. bah, dans la boxe, c'est mon dernier titre de champion de France, à 40 ans, du coup. J'ai arrêté la boxe pendant 3 4 ans. Et du coup, je suis revenu et du coup, j'ai réussi à avoir une ceinture de champion de France et dans une catégorie autre que la première. Donc, c'est ma plus grande satisfaction. Après, j'en ai d'autres, hein, mais s'il faut en citer qu'une, ça serait celle-là. Ah, moi, j'ai commencé la boxe en. Mon frère était déjà en équipe de France. Moi, je voulais avoir c'était quand j'étais gamin, c'est l'idole, avoir le jogging de l'équipe de France. Et du coup, j'y suis rentré et j'ai eu mon jogging. Donc, en équipe de France de boxe et en professionnel, bah là, l'année dernière, j'ai perdu une finale de championnat de France. Donc, ça reste une superbe expérience, espérant la gagner le prochain coup. Mais c'est dans une soirée où il y avait 4500 personnes dans la salle au Palais des Sports de Caen. Donc, c'est des gros événements qui font vraiment plaisir Ouais, quand on revient de 40 t'as ans. mis le KO quand même au Zénith de Caen. Oui, Ça reste un bon souvenir, quoi, je pense. oui, c'est sûr. Moi, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais mis de KO en pro, donc du coup, je me fais assez chambrer pour ça. Lui, Romain, il a mis un KO, il en a mis qu'un, du coup, et devant 4000 personnes au Zénith de Caen, contre un adversaire et où que le combat était quand même. C'était pas si facile que ça, quoi. Quelles sont les qualités que vous attendez chez un jeune venant dans ce club? Du sérieux. J'allais dire la rigueur, mais oui, ça se tient debout. Ouais. Non, mais faut. Après, il n'y a pas que dans le sport, hein, c'est dans la vie de tous les jours. Mais quand on a de la rigueur, après, on va forcément y arriver. Je préfère quelqu'un qui est moins talentueux, mais qui est très sérieux, qui a une rigueur, que quelqu'un qui arrive, qui est talentueux et du coup, qui n'a pas de rigueur, parce que du coup, le talent, ça ne suffit pas. Faut... Et pour ceux qui viennent pas forcément pour la compétition, le respect. On en voit beaucoup chez les enfants. Après, ça vient pas d'eux, ça vient souvent de l'éducation, tout ça, mais qui arrivent et qui disent pas forcément bonjour, par exemple. Ça, c'est quelque chose ça m'énerve beaucoup. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important, quoi. On a une charte, du coup, pour les jeunes. Quand ils arrivent, même on a des petites 7 ans, on leur fait signer une charte. Alors après, je pense qu'ils comprennent pas tout, mais sinon, bah, quand ils arrivent à 10, 11, 12 ans, ils connaissent. Et dans la charte, c'est bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Quand on croise quelqu'un dans 40 ans qui est du même club que nous, on se salue. Quand on voit des autres personnes d'autres clubs de 40 ans, on se salue. Donc ça reste la base, quoi. Ok. Quelles compétences que vous avez eues en boxe peuvent être transférées dans une vie un plus professionnelle? La rigueur. Après, on en revient toujours au même, mais quand moi, je sais que bah, vis-à-vis de nos sponsors, on a rencontré quand même pas mal de chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise, quand ils récupèrent des sportifs de haut niveau qui sont en fin de carrière ou qui sont même pendant leur carrière, pour eux, c'est du pain béni parce que du coup, ils ont une rigueur et un sérieux que d'autres personnes qui n'ont pas vécu le sport de haut niveau, eh ben, n'ont pas forcément, quoi, parce que du coup, eux, ils n'ont pas cette expérience-là. Mais bah, nous, je sais que quand on a un combat de prévu, bah, du coup, on s'entraîne 2 à 3 fois par jour, qu'on soit malade, pas malade. Du coup, je pense quand on récupère pour un chef d'entreprise, quand on récupère quelqu'un qui a une expérience du sport de haut niveau comme nous et qui a cette rigueur-là, du coup, je pense qu'il y a des gens qui ont cette rigueur-là sans avoir le sport de haut niveau. Ben, ne serait-ce que les arrêts de travail, il faut vraiment qu'on soit HS pour pas pouvoir aller au travail, quoi.
Donc je pense que cette valeur-là, elle est bonne dans le sport comme dans la vie professionnelle. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes hésitant à faire du bénévolat? Faut se lancer. Faut se lancer. Dans tous les cas, ça donne des bonnes rencontres et puis ça peut nous former pour la vie professionnelle après aussi, quoi. Surtout quand on est jeune, aider nous, par exemple, à organiser un gala, à monter le ring, tout ça, ça nous coûte rien. Et ça aide beaucoup notre club, ça aide à transporter nos valeurs, parce que si on est dans le club, c'est que normalement, on a à peu près tous les mêmes valeurs. Donc, voilà. Bah, oui, oui, après, faut pas. Après, on vit dans une société où, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que l'argent arrive si facilement que ça, notamment avec les influenceurs. Moi, je prends avec l'exemple de mon fils qui prend 13 ans, là. Du coup, quand on lui dit va faire ça gratuitement, ils doutent un peu, quoi. Donc, du coup, après, ça reste qu'une question d'éducation, hein. Nous, on est dans le bénévolat depuis qu'on est tout jeune parce que nos parents ont toujours fait du bénévolat. Donc, pour nous, ça nous paraît naturel. Mais ma femme, que ça fait un moment qu'on est ensemble, elle était moins dans le bénévolat. Et bah, du coup, au début, elle est arrivée naturellement aussi. Mais au début, c'est pas naturel, quoi. Je pense que si on éduque nos enfants à donner du temps sans rien attendre en retour, je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver, hein. Mais le bénévolat, ça reste une denrée rare à l'heure actuelle. Ok. On va faire un petit jeu, un 60 secondes. C'est des questions qu'il faut répondre en 60 secondes. On répond tous les deux, du coup? Oui. Ouais. Je te laisse commencer. Quel sport est le plus dur physiquement? La La boxe. boxe, Quel sport est plus dur mentalement? Je dirais le vélo. cyclisme, Est-ce que le sport est un synonyme de bonne santé? oui. Dans l'ensemble, oui. Quel sport est surcoté? Le MMA. Quel sport est sous-coté? Le biathlon, Ouais, le biathlon. Faudrait-il plus de Jeux olympiques? non, 4 ans, ça, Tous les 4 ans, c'est bien. Les bénévoles sont-ils essentiels? évidemment. Bien sûr. Le sport professionnel est-il le sport amateur? Oui. Oui. En boxe, pas forcément, mais pour le reste, oui. Les entraînements sont-ils importants? Très important. Indispensable. La compétition est-elle nécessaire dans le sport? Tout dépend de l'envie. Je sais que Après, nous, c'est compliqué de faire un sport sans compétition. sans Après, compétition, c'est des mais questions il y en a de. beaucoup où ça leur va très bien. On a des personnes qui viennent s'entraîner sans aucun but précis, juste se faire plaisir. Et du coup, s'ils prennent du plaisir à faire ça, tant mieux pour eux. Ok. Merci d'avoir répondu à nos questions et on continue avec le reportage de l'Orange Bleu. 1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour à tous et à tous, je suis Chloé, on se retrouve sur 1626 Médias. Nous allons rencontrer Paul et Justin qui sont respectivement coach sportif et Justin qui est apprenti à l'Orange Bleu pour réaliser une interview sur le thème du sport. Donc bonjour à toi. Salut. Est-ce que tu peux te présenter? Du coup, moi je m'appelle Justin. Je suis actuellement en apprentissage à l'Orange Bleu de 40 ans. J'ai 21 ans. Alors je m'appelle Paul, j'ai 27 ans depuis peu. Je suis coach sportif à l'Orange Bleu 40 ans. Bonjour Chloé, moi c'est Brice, je suis co-gérant sur l'Orange Bleu, notamment de 40 ans, Valoy, Tolaville, Capdeville et Coutances. Quelles sont les différentes tâches que vous faites en tant que coach sportif? Alors ça va être relationnel tout d'abord, c'est le lien avec les adhérents, donc que ce soit sur le plateau de musculation, pendant les cours collectifs ou même à l'accueil quand on se présente, on discute un petit peu avec les gens. C'est un travail qui est très basé sur le relationnel. Il y a aussi également les compétences d'animation, puisqu'on doit animer ces cours collectifs. C'est moi personnellement la partie que je préfère, mettre de l'ambiance, mettre de l'humour, faire rire, danser les gens, c'est quelque chose qui m'anime moi.
Du coup, en fait, en tant qu'apprenti, ça va être assez similaire de Paul, ça va être juste sur une question de quantité en fait. Il y a forcément des connaissances techniques à avoir aussi, que ce soit en anatomie, en biomécanique, le fonctionnement du corps, la gestion de l'effort, avoir des bonnes connaissances quand même techniques que ce soit sur les cours collectifs ou sur la musculation, pour pouvoir accompagner au mieux les adhérents. Et aussi, forcément, en termes de tâches, il y a les tâches un petit peu plus ingrates, donc notamment faire le ménage dans sa salle, l'entretenir, faire en sorte que ce soit un endroit sain et agréable. Et pour finir, il y a aussi la partie commerciale, bien sûr, vendre les abonnements qui sont en fait le fonds de commerce, parce que sans abonnement, on ne fait pas tourner la salle, donc mécaniquement, on est amené à devoir présenter nos tarifs et les vendre. Les cours collectifs que je les donne aussi, s'il y a des conseils à donner sur un plateau muscu, je suis apte à les donner aussi. Et forcément, du coup, aussi le côté ménage relationnel et vente, forcément aussi que je suis aussi. D'accord. Comment tu as découvert Orange Bleu? Du coup, j'ai découvert l'Orange Bleu parce que, en fait, déjà, moi, je suis du coin. Donc, j'ai grandi ici à 40 ans, au lycée, etc. J'avais déjà fait un stage ici il y a 5 ans. C'était pas du tout les mêmes locaux, ça ressemblait pas du tout à ça. Mais c'était super cool. Et du coup, j'avais toujours gardé ça un petit peu dans un coin de ma tête. J'ai su qu'il cherchait quelqu'un, qu'il y avait un poste de libre. Je suis venu et ça s'est bien passé. Et bon, voilà. Est-ce que le métier de coach sportif est accessible? Alors, il est très accessible. Il y a quand même des garde-fous qui font en sorte que ce ne soit pas n'importe quelle personne qui décide du jour au lendemain qui peut devenir coach sportif. On dit même d'ailleurs aujourd'hui plus souvent éducateur sportif. Il y a, pour l'entrée en formation, il y a des tests préliminaires. Ensuite, on a la formation qui, elle, se fait en apprentissage. Donc vous allez avoir une partie entreprise et une partie scolaire en classe. Et du coup, est-ce que vous formez des coachs sportifs ou pas? On prend des apprentis en effet. Chaque année, on essaye de trouver à minima un apprenti, voire deux, sur des rentrées de septembre et janvier. Le NCP de Caen, qui est l'école spécialisée où on forme nos jeunes. Et puis, c'est les coachs de demain, donc c'est important. Alors, il y a un apprenti qui s'appelle Justin, et bien sûr, je l'accompagne sur ses cours collectifs pour lui donner des conseils, des astuces. Également sur la musculation pour affiner un petit peu ses conseils techniques. Et petite dernière question, est-ce que tu as des conseils à donner à un jeune qui veut se lancer justement dans cette formation et être apprenti? Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans et être apprenti, ce serait de ne pas se focaliser sur les a priori qu'on peut avoir, du genre, je sais pas, c'est gênant de faire ci, c'est gênant de faire ça, de dire ci, de dire ça. C'est vraiment d'y aller à sa manière, d'y aller à la façon dont on a envie de le faire à sa sauce, quoi. Et de ne pas se prendre la tête vraiment sur des petits trucs, au pire ça marche pas, c'est pas grave, tu réessaies, quoi. C'est de rester persévérant et de pas rester bloqué sur les petits détails. D'accord. Ça a été intéressant de t'interviewer. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir. Donc, merci à Paul et Justin d'avoir réalisé ces interviews et on retourne au plateau. Afin de terminer le plateau, nous nous retrouvons avec Romain Capel, directeur pédagogique de Cotentin Sport Formation. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, écoutez, merci de m'accueillir. Moi, je m'appelle Romain Capel, donc effectivement, je suis directeur de Cotentin Sport Formation, donc un organisme de formation habilité par la Direction régionale jeunesse et sport pour mettre en place effectivement des formations dans le champ du sport, mais aussi de l'animation socioculturelle. Quelle est votre formation? Quel est votre parcours? Mon parcours personnel, moi, je suis vraiment issu du milieu sportif, milieu associatif. Je suis passé par bac général, filière sport en étant handballeur, en ayant un parcours plutôt orienté vers la pratique du handball semi-professionnel. Filière STAPS, et puis ensuite j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif spécialisé un petit peu dans le handball, ce qui m'a permis d'être conseiller technique fédéral au comité du Calvados de handball, puis à la Ligue de Normandie. Et puis donc une licence STAPS pas terminée, mais surtout un brevet d'état d'éducateur sportif qui m'a permis derrière d'occuper un poste d'éducateur sportif. Ok. Qu'est-ce que le BPGEPS MAPST et que permet-il? Alors le BPGEPS MAPSP, donc c'est multi-activité physique pour tous, qui s'appelait anciennement le BPGEPS Activité physique pour tous. Donc c'est un diplôme
C'est un diplôme du champ du sport qui permet de niveau 4, donc de niveau bac, et qui permet d'obtenir une carte professionnelle pour avoir la possibilité de devenir éducateur sportif sur un premier niveau de compétence. Et donc éducateur sportif au sein de différentes activités, puisqu'il est polyvalent, autour de 3 grandes familles d'activités, qui vont être les activités de pleine nature, les activités d'entretien corporel et aussi les activités de jeu et de sport collectif. Donc c'est un diplôme qui est polyvalent, qui est ouvert à tous et qui permet vraiment de rentrer dans le cœur du métier d'éducateur sportif sur la connaissance des différentes pratiques et aussi être en capacité d'animer sur tout public, que ce soit des publics jeunes, enfants, adultes, seniors ou handicap. Donc c'est un diplôme assez riche qui permet vraiment de poser les bases du métier d'éducateur sportif. Comment accompagnez-vous les stagiaires à trouver leur alternance? Alors, on a un réseau, le tissu associatif local. Donc, nous, on a deux antennes pédagogiques. On propose la formation à la fois sur le Cotentin, sur Cherbourg, mais aussi sur Saint-Lô. Et effectivement, on a des partenariats qui sont des structures employeuses, qui sont des clubs, majoritairement des jeunes apprentis, donc sur des structures employeuses. Donc, on travaille énormément avec les associations, que ce soit sur les associations de sport collectif. On travaille aussi avec certaines collectivités et certaines infrastructures, justement, donc, qui embauchent des apprentis, des alternants chez nous, qui puissent faire leur formation. Et donc, on a divers acteurs du sport qui collaborent avec nous. Et une fois que les candidats, effectivement, souhaitent rentrer dans notre organisme de formation, on met en place un petit peu le réseau pour leur trouver des structures qui correspondent aussi à leur profil et aux besoins de la structure qu'ils recherchent. Ok. Comment se passent les sessions de cours? Alors, donc, c'est des formations qui ont une durée de 12 mois. Voilà, en général, ça se cale sur les saisons sportives, de septembre à septembre. Et donc, la formation elle est organisée en alternance. Donc, il y a 600 heures environ, 670 heures de formation sur l'ensemble de l'année à réaliser au sein de notre organisme de formation. Et le reste du temps, donc, c'est dans la structure d'alternance, sur laquelle nos alternants sont. Nous, on est sur une alternance qui est le lundi-mardi. C'est-à-dire que le lundi-mardi, ils sont en formation avec nous. Et le reste de la semaine, ils sont dans leur structure pour encadrer, animer et mettre en place des missions au sein de leur structure. Et ils sont également libérés sur les périodes de vacances scolaires, puisqu'il y a beaucoup d'activités dans les associations sportives. Et donc, pendant les périodes de vacances scolaires et les fins de semaine, ils sont à disposition de leur structure. Mais sinon, on est vraiment sur une formation qui s'échelonne sur 12 mois. Qu'attendez-vous des stagiaires pendant leur formation? Qu'ils soient engagés, investis dans leur projet. C'est un projet professionnel. On a différents types de publics. Il y a des gens qui sont en reconversion, on a des gens qui sont sur de la formation initiale. Nous, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient curieux, qu'ils soient ouverts, et puis qu'ils soient engagés, investis dans leur formation, parce qu'ils sont sur un parcours professionnel qui amène à un diplôme, une carte professionnelle d'éducateur. Donc on attend qu'ils soient engagés, investis et puis en capacité aussi à évoluer et à apprendre, à s'ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles approches et puis qu'ils gagnent en autonomie à la fois dans leur structure et c'est ce que peuvent aussi attendre les structures qui les embauchent, c'est qu'ils soient de plus en plus autonomes pour prendre en main différentes actions, que ce soit dans l'entraînement ou aussi dans des projets divers au sein de leur structure. Ok. Comment suivez-vous les stagiaires après la formation? Alors déjà, on les suit beaucoup pendant, on essaye de les suivre aussi, on essaye de faire le lien pendant la formation avec des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage. Donc on a un lien permanent, on les visite 2 à 3 fois dans l'année, voir un petit peu comment on les évalue, s'il y a des problématiques à cibler, essayer de les accompagner au mieux. Et puis une fois qu'ils ont leur diplôme, encore une fois, on utilise un peu notre réseau sur le tissu, le maillage un petit peu associatif local pour diffuser un peu les différentes offres. Certains continuent à poursuivre leur cursus de formation, parce qu'on propose également une formation dans le champ du sport qui s'appelle le chargé de développement des structures sportives associatives, donc un diplôme de bac +2, qui est vraiment orienté sur les missions vraiment de développement, de chargé de projet. Donc certains, on les accompagne sur une poursuite vers ce diplôme-là. Et puis les autres, on les met un petit peu en réseau, puis c'est aussi à eux derrière de mettre en avant un petit peu leurs compétences et d'aller solliciter, de répondre à des appels d'offres sur des besoins, des structures, que ce soit dans la Manche ou autre. Certains aussi choisissent de changer de territoire, certains se mettent à leur compte en tant qu'auto-entrepreneurs, et puis d'autres ont satisfait la structure pendant leur alternance et débouchent sur un contrat de travail à terme au sein de leur structure. C'est le parcours idéal, mais c'est ce qui se fait quand même majoritairement. Le BPJEPS MAPST amène-t-il à faire d'autres formations? Oui, tout à fait. Bon, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. La plupart dans le milieu de l'entraînement, donc nous, on est vraiment sur la première casquette d'éducateur. Ensuite, s'ils veulent s'entraîner
être dans l'entraînement ou se spécialiser dans la performance, dans une pratique, dans une discipline spécifique. Ils peuvent aller au sein des fédérations se spécialiser. Nous, on propose depuis cette année, effectivement, un niveau Bac+2 au-dessus du BPGEPS, le chargé de développement des structures sportives associatives, qui s'appelle CEDSSA, et qui permet vraiment d'aller sur le métier vraiment de chargé de développement au sein d'un club, qui correspond aussi aujourd'hui aux nouveaux besoins des associations, développer des partenariats privés ou publics, mettre en place des événements, gérer la communication au sein des clubs. Donc, c'est des nouvelles compétences ou des compétences qui sont aujourd'hui importantes dans le milieu associatif et ça répond à ce besoin. Donc, c'est une formation, pareil, qui se fait en alternance. Alors, elle est un peu plus longue, elle se fait sur 14 mois et elle permet d'aller chercher effectivement une casquette, une compétence au-delà de l'animation sur le terrain et qui permet aujourd'hui de répondre à des vrais besoins dans le secteur associatif et les besoins des clubs. Et je pense notamment aussi à aller chercher des subventions, répondre aux appels à projets et mettre en place une vraie dynamique de développement au sein des structures. Ok, merci d'avoir répondu. Avant de s'arrêter, on va faire un petit jeu de questions. Ça va être des dilemmes. Donc du coup, je vais commencer. Football ou hand? Handball. Handball, moi Basket? je suis vraiment né dans le milieu handball et oui, c'est un environnement qui me parle beaucoup et qui m'a fait grandir. Basket ou volley? Je dirais volley. Je dirais volleyball. Lutte ou judo? Judo, j'aime bien le judo. Alors j'en ai pratiqué au club de Perrier, je me rappelle à l'époque. J'en ai des bons souvenirs. J'en ai fait aussi en STAPS. Et j'aime bien les valeurs que ça porte. France Télévisions ou Beansport? France Télévisions. Même si aujourd'hui Beansport nous permet de voir de plus en plus de sport et notamment de handball, mais je dirais France Télévisions. Ok. Coupe du Monde ou Jeux Olympiques? Jeux Olympiques. Faire du sport à l'intérieur ou à l'extérieur? Alors j'ai mangé beaucoup de gymnase, beaucoup d'heures de gymnase, donc j'aurais dit sport d'intérieur il y a encore quelques temps, mais mon après-carrière m'a fait sortir un peu des gymnases, donc aujourd'hui je suis un peu entre les deux. Ok. Pompe ou traction? Je crois que je serais plutôt pompe quand même. Bowling ou fléchette? Fléchette, sympa, plus facile à partager en soirée avec des potes. Technique ou physique? Alors moi, je pense que les deux sont indissociables pour performer, mais je dirais plutôt, il y a le droit 50-50. Je dirais que les deux sont indissociables. Voilà. Travailler son cardio ou se renforcer musculairement? Je pense que courir, ça permet déjà de se renforcer. Je pense que c'est un peu les bases premières. Je dirais que le cardio, l'endurance, c'est des choses qu'il faut développer prioritairement. Ok. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et on finit avec un reportage sur le square à 40 ans. 16-26 médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour et bienvenue sur 1626 Médias. Aujourd'hui, je suis au Square à 40 ans et on va interviewer Maxime qui est le directeur et je vais laisser la parole à Rémi pour lui poser les questions. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors je suis Maxime Leroy, je suis le directeur général du Square et un des 4 cofondateurs. Quelles sont les tâches à réaliser en tant que directeur du Square? Elles sont vastes. Il y a évidemment une partie management, puisqu'on a une équipe pour nous accompagner, vu que le club est ouvert 7 jours sur 7 avec une belle amplitude horaire. On a une partie commerciale et une partie événementielle. Comment êtes-vous venu l'idée de créer le Square? Alors moi, j'avais l'idée de créer un complexe de padel depuis maintenant une dizaine d'années. Et puis au gré des rencontres avec les associés, on a dressé la silhouette en fait du Square en le déclinant à partir du padel comme un lieu hybride, un vrai lieu de vie et un pôle de loisirs assez diversifié. Pourquoi avoir choisi le nom Square? Très bonne question. Ça a été une tâche assez difficile de trouver le nom qui résumait un lieu assez hybride.
et assez unique. Donc on a eu pas mal de brainstorming, de soirées, d'échanges de messages avec les associés et d'échanges avec aussi des agences de communication pour nous épauler. Et puis au bout d'un moment, on a arrêté le nom du square parce que le square c'est un terrain de jeu. Ça résume assez bien l'image qu'on voulait donner de l'établissement. Pourquoi avoir choisi 40 ans comme endroit pour construire le square? Alors c'est notamment parce que on était à la recherche d'un endroit avec une surface et un emplacement qui nous permettait de faire l'établissement que l'on souhaitait ouvrir. Et puis aussi un lieu où les loisirs et les activités qu'on voulait présenter n'étaient pas encore présentes. Que proposez-vous comme activité dans le square et comment consiste le square? Alors, les activités sont assez vastes. On est ici dans la salle de padel, donc c'est le premier pilier du square. On a à l'autre extrémité du bâtiment un parc d'activités pour enfants. Au milieu, on a un bar qui est un bar des sports. On a une terrasse de 300 mètres carrés. Et petit à petit, on rajoute des activités comme un salon karaoké, une box musicale qu'on peut privatiser. On a aussi depuis quelques semaines l'activité yoga, plus des nouveautés à venir dans un avenir proche. Comment avez-vous connu le paddle? Alors le padel, c'est en 2013 que je fais sa connaissance. Un ancien collègue me demande de descendre dans le sud de la France pour découvrir ce sport. Et depuis, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours gardé en tête l'idée d'ouvrir un jour un club dans ce sport. Pourquoi avoir choisi le paddle comme sport de prédilection? Parce que moi j'en suis tombé amoureux dès les premières minutes et je me suis dit qu'il fallait faire bénéficier au plus grand nombre de cette activité. Le padel est un sport extrêmement ludique. L'essayer en général c'est l'adopter. Accessible au plus grand nombre. Là on parlait tout à l'heure effectivement que les gens peuvent jouer en famille. C'est un sport mixte donc il séduit un grand nombre et je pense qu'on est encore juste au début de l'histoire. Donc forcément, l'idée, c'était de contribuer au développement de cette belle activité. Envisagez-vous de créer des nouvelles activités sportives en plus du paddle? Oui, en fait, quand on est aujourd'hui à la tête d'un club multi-loisirs, c'est pas les idées qui manquent, c'est plus le temps. Donc oui, il y a des idées dans la boîte à idées qui débordent et qui verront, j'espère, le jour prochainement. Après, chaque chose en son temps. On est ouvert que depuis 4 mois. On va structurer déjà ces activités. Et puis après, il nous reste un petit peu de place sur le bâtiment, donc pourquoi pas dans un second temps. Pratiquez-vous une activité sportive à côté de votre poste de directeur? Alors j'essaye de jouer au padel, j'aimerais jouer plus. Malheureusement, effectivement, le temps manque un peu, mais ouais, c'est exclusivement du padel pour moi dans le quotidien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. C'est malheureusement la fin de cette interview. Donc je remercie particulièrement Maxime, qui est le directeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Et on espère vous voir prochainement sur 1626 Média. Merci à Romain Capel, Romain Lehaut et Mathieu Lehaut de nous avoir donné leur temps. Et merci à vous d'avoir regardé 1626 Média. Au revoir.